Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 27 février. Le président Félix Tshisekedi a porté haut la voix de la RDC à la 52e session du Conseil des droits de l'homme. Dans son adresse, le chef de l'État a dénoncé l'agression rwandaise. Il a également affirmé que la RDC est prête à accueillir ses citoyens réfugiés au Rwanda. Vous suivrez ceci dans ce journal. À la une, également la coordination pour le changement des mentalités, le ministère des Finances et la Direction générale des douanes et accises en formation à Kinshasa sur l'éthique de l'agent de l'État. Bonsoir à tous. À l'occasion de la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse, le président Félix Tshisekedi a dénoncé l'agression rwandaise en RDC. Le chef de l'État a rejeté les allégations d'une prétendue collaboration entre les FRDC et les FDLR. Aussi, Félix Tshisekedi s'est dit prêt à accueillir les citoyens congolais réfugiés au Rwanda. Il a aussi mis en garde ceux qui véhiculent des discours de haine contre les Tutsis congolais. Suivez. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. Avocat de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Le chef de l'État a également appelé les Nations Unies et toutes les organisations internationales qui défendent le droit de l'homme à tout mettre en œuvre pour stopper, je cite, les aventures du Rwanda en RDC afin de mieux promouvoir les libertés fondamentales. Suivez. Il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur
de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps, dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ses populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraignent davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Ouverture de la 54e session du Conseil des ministres de l'OADA à Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le chef du gouvernement congolais a rappelé l'importance que la RDC accorde à cette structure. Il a également appelé les instances de l'OADA à installer en RDC une représentation d'une des institutions de cette organisation. Damani Mujinga. La RDC occupe depuis le 1er janvier 2023 la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA en sigle. Le Conseil de ministres de cette organisation, qui est à sa 54e session, est présidé par la ministre de la Justice et garde-sceau, Rose Mutombo. Dans son mot de bienvenue à ses homologues, la ministre congolaise s'est félicitée de la participation massive de représentants des États membres. Dans le cadre de cette cérémonie, il me soit permis de relever que c'est depuis le 24 février 2023 que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est devenue la capitale de l'OADA pour avoir une des rares fois réussi à atteindre le quorum parfait de la réunion des experts avec la participation de la quasi-totalité des 17 pays membres. Ces assises étaient présidées par le Premier ministre congolais Sama Lukonde. Celui-ci, tout en indiquant l'importance que Kinshasa accorde à cette communauté de l'OADA et de la pertinence de l'ordre du jour de cette session de Conseil des ministres, il a également exprimé le vœu de la RDC pour l'installation d'une institution de cette organisation dans son territoire. Mais au-delà de tout, le souhait de notre pays reste vif quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo d'une représentation d'une des institutions de l'OADA. Je puis vous assurer que la République démocratique du Congo est disposée à offrir ce cadre pour abriter un des services de notre organisation. C'est sur ce vœu que je clôt mon propos, tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux. Les ministres de Justice et des Finances des 17 États membres, le secrétaire permanent, les experts et hauts fonctionnaires de l'OADA, le gouverneur de la ville haute de Kinshasa, les représentants des institutions de justice de la RDC et plusieurs autres personnalités. Dans le cadre de la campagne pour la prévention et la lutte contre les antivaleurs dans les activités douanières, à travers le cahier spécial du chef de l'État et les hyperguides, la coordination pour le changement de mentalité, le ministère des Finances et la Direction générale des douanes et Axis viennent de franchir une nouvelle étape. Il s'agit du séminaire de formation de formateurs ouvert ce lundi sur ces deux documents. Cette formation qui prendra fin le mercredi prochain va plus se pencher sur l'éthique de l'agent de l'État. Fiston Oleko et Stanisamba.
haute autorité de la RDC, Félix Tshisekedi, la lutte contre les antivaleurs est sans répit. Après la remise officielle du cahier spécial du président de la République contre ces antivaleurs et les hyperguides le 26 janvier dernier au management de la DGDA, cette régie financière, la coordination pour le changement de mentalité et le ministère des Finances ont lancé un séminaire de formation des formateurs à la DGDA de 3 jours pour cette lutte, soit du lundi 27 février au mercredi 1er mars. Le coordonnateur de la CCM, Jacques Kangoudia, parle de son objectif majeur. Cette activité marque sans le moindre doute l'expression de la volonté de la coordination pour le changement de mentalité d'œuvrer avec tout le service public, en l'occurrence la Direction générale de douane et accises, de GDA en sigle, et à l'émergence de valeurs dans la gestion de la chose publique telle que le recommande vivement le président de la République, chef de l'État. Le président du comité exécutif de cette campagne, Jacques Ambala Chilombo, a dévoilé de quoi sera fait ces séances de formation. On a réadapté le programme tel que nous mettions d'abord l'emphase sur ces 4 modules dont je parlais tout à l'heure: l'éthique des responsabilités, le changement de mentalité, la gestion de conflits et le patriotisme. On aura une méthode avec interaction pour permettre à ce que chacun d'entre nous s'imprègne de la matière de la manière la plus efficace possible. Les cadres et agents de la DGDA seront également remis à niveau sur la législation de leur secteur. Leur directrice générale, Jeanne Blondine Kawanda, attend d'eux l'imprégnation des valeurs morales qui seront enfin transmises à d'autres agents au pays. Je voudrais juste, vous qui êtes là, qui avez été retenus pour participer à ces séances de formation de formateurs. Le rôle que vous êtes appelés à jouer est de transmettre et de vous imprégner de ce volet éthique, ce volet qui met en exergue les valeurs morales de justice, d'équité, de transparence dans le travail. Pour le secrétaire général aux finances, qui représentait le ministre Nicolas Kazadi, cette formation doit aboutir à réduire sensiblement les antivaleurs dans l'administration douanière congolaise. Disons que le premier jour de ce séminaire a été animé par la ministre auprès du président de la République, Nana Manouanina, qui a fait une présentation sur le changement de mentalité. Après Kinshasa, les formations en cascade seront organisées dans les provinces. Le méga-projet port en eau profonde de Banana avance à pas de tortue au regard de ce que cette ambitieuse initiative représente pour l'économie nationale. À ce sujet, le président Félix Tshisekedi a constaté que certaines barrières retardent encore l'évolution souhaitée, consacrant ainsi une inexécution des engagements du gouvernement congolais. Suivez ce commentaire de Dieudonné Boinali. Le méga-projet port en eau profonde des bananes avance à pas de tortue au regard de ce que cette ambitieuse initiative représente pour l'économie nationale. À ce sujet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait constater lors du dernier Conseil des ministres du gouvernement de la République que certaines barrières retardent encore l'évolution souhaitée, d'autant plus que le gouvernement devrait remettre les sites aux concessionnaires au plus tard le 26 janvier 2023, consacrant ainsi une inexécution des engagements du gouvernement central. Face à cette situation, le président de la République a demandé au ministre du Portefeuille, des Affaires foncières, ainsi que celui de Poste, Téléphone et Télécommunications, de Transport, Voies des communications et des désenclavements, d'accélérer les processus de cession par la Régie des eaux, la Société commerciale de transport et port, l'Organisation pour l'équipement des bananes à OEBK, la Congolaise de voies maritimes et la Société commerciale de postes et télécommunications, et de veiller à ce que cela soit finalisé rapidement. Dossier à suivre. Manifestation de protestation ce lundi à Mitendi. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. La population s'est levée pour dénoncer un travail bâclé dans la réfection de la nationale numéro 1. Après sa réhabilitation il y a peu, cette route n'est plus praticable. La population, très en colère, sollicite un travail sérieux sur la nationale numéro 1. Patricia Mabungu.
Est coupé en deux depuis le 12 décembre 2022 par la pluie diluvienne. La route nationale numéro 1 avait à son temps été réhabilitée par les gouvernements congolais. Malheureusement, cette route connaît plusieurs problèmes lors de la dernière pluie qui s'est abattue le 26 février dernier. Suite à cette énième coupure, la population de la commune de Mongafula est sortie dans la rue pour manifester son mécontentement pour ce qu'elle considère comme négligence de la part des autorités. Route barricadée, nez brûlé, cette population demande aux autorités de choisir une entreprise sérieuse pour l'exécution des travaux de cette route qui permet à la capitale de se ravitailler en produits alimentaires. Cette route qui mène vers une province agricole à plus de 75% contribue à un niveau important à l'approvisionnement de la population quinoise en général et celle de Mongafula en particulier. Au Congo central, on y trouve plusieurs activités économiques, notamment industrielles, avec les industries agricoles et alimentaires comme minoterie de Matadi, sucrerie et raffinerie de sucre, les industries du bois et les industries extractives ou cimenterie. Place à présent à la page internationale. La Côte d'Ivoire prévoit une hausse de 27% de sa production de riz blanchi en 2023. La production de ces céréales devrait atteindre 1,4 million de tonnes au cours de la dite période par rapport au stock de 1,1 million de tonnes produits en 2022. Une révision optimiste qui sera tirée par la croissance de la capacité de transformation de l'industrie locale, soutenue par la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030, mise en place par le gouvernement. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. Alors que le riz est le deuxième produit le plus importé en Côte d'Ivoire après le poisson, le pays mise sur une plus grande productivité. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la production de riz blanchi est attendue à 1,4 million de tonnes en 2023, un volume en hausse de 27% comparé au stock de 1,1 million de tonnes produits en 2022. Déjà, il faut noter qu'à l'instar des autres pays africains, la Côte d'Ivoire dispose d'énormes potentialités en termes de ressources naturelles pour pouvoir développer sa filière riz. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre de la première phase de la SNDSL de 2012 à 2020, la Côte d'Ivoire a pu mettre en place l'ensemble des fondamentaux, tant sur le plan de la stratégie que sur le plan du développement des approches pour pouvoir permettre à sa filière riz d'être performante. Ce qui lui a valu même d'avoir des résultats assez satisfaisants sur plusieurs années avant de stagner. L'augmentation prévue de la production de riz blanchi en Côte d'Ivoire sera tirée par le développement de la capacité de transformation de l'industrie locale, soutenue par la stratégie nationale de développement de la riziculture, s'étendant sur la période 2020-2030, adoptée par le gouvernement. Dans le cadre de ce programme, l'exécutif ivoirien a investi dans 30 unités de transformation, dotées d'une capacité de 10 000 tonnes par heure, dont 18 sont opérationnelles. Près de 850 000 hectares de terres agricoles ont également été aménagés au profit des opérateurs privés pour booster la production locale de riz paddy, selon le ministère de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire dispose d'une bonne capacité de transformation du riz de qualité. Et donc pour la campagne 2023, cela est peut-être possible et encourageant, notamment avec la ferme volonté du chef de l'État de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre rapidement son autosuffisance d'ici 2025. Avec le développement de la trame industrielle, avec la mise à disposition des parcelles, je me dis que cet objectif-là pourra être atteint, notamment si on arrive à pouvoir accompagner les acteurs à accéder facilement au financement, si on arrive à pouvoir accompagner les acteurs à pouvoir accéder aux intrants et aux semences de qualité. La Côte d'Ivoire, 6e producteur de riz en Afrique subsaharienne, dépend à hauteur de 60% des importations pour ses besoins de consommation de riz blanchi, estimés à plus de 2,3 millions de tonnes par an. En 2021, les achats du produit sur le marché international ont coûté environ 657 millions de dollars au pays, alors que la Côte d'Ivoire devrait importer 1,25 million de tonnes de riz, soit près de la moitié de sa consommation selon les prévisions. Les autorités envisagent une production de 2 millions de tonnes de riz blanchi d'ici 2025.
Le gouvernement sud-africain prévoit d'investir 903 milliards de rands, environ 49 milliards de dollars, dans des projets d'infrastructure au cours de 3 prochaines années, a annoncé le ministre des Finances Enoch Godongwana lors de la présentation du budget de 2023. Les projets d'infrastructure, dont le financement sera essentiellement assuré par les entreprises publiques, concernent notamment les secteurs des transports, de la logistique, de l'eau et de l'assainissement. Jojo Moulamba. 903 milliards de rand, c'est que doit dépenser le secteur sud-africain dans les infrastructures sur 3 ans. La majeure partie de ces montants, soit environ 448 milliards de rand, sera apportée par les entreprises publiques, les autres entités et le partenariat public-privé. Selon le gouvernement sud-africain, les investissements seront principalement axés sur de projets stratégiques dans le domaine de transport et de la logistique pour un montant d'environ 351,1 milliards de rand et dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement pour un montant de 132,5 milliards de rand. Pour ce faire, le gouvernement étudie déjà des initiatives visant à attirer partie de ressources du secteur privé pour le financement d'infrastructures publiques. Dans ces pays de Nelson Mandela, la vétusté des infrastructures, l'insuffisance du réseau ferroviaire et la congestion de ports sud-africains sont régulièrement critiqués par le groupe minier opérant dans le pays qui se disent incapables de répondre à la demande mondiale en raison des difficultés logistiques. Le groupe logistique public Transnet a déjà annoncé récemment un vaste programme d'investissement qui prévoit, entre autres, l'extension de ports de Durban et de Richards Bay, l'achat des locomotives de train et la construction d'un poste d'amarrage pour la manutention du gaz naturel liquéfié. Toujours en Afrique australe, le Zimbabwe va indemniser les fermiers blancs qui avaient été expulsés de leurs terres sur ordre du gouvernement de l'ancien président Robert Mugabe au début des années 2000. L'indemnisation se fera sur une période de 10 ans au lieu de 20, comme annoncé il y a 3 ans. Encore une fois, Jojo Moulamba. Le pays d'Ernest Mnangagwa se dirige vers un dédommagement rapide des anciens propriétaires de fermes. Selon le responsable du gouvernement, les fonds nécessaires à l'accélération du processus d'indemnisation de fermiers blancs seront levés grâce à des bons de trésor qui auront le statut d'actifs prescrits et ne seront soumis à aucune forme d'imposition pour attirer les investisseurs. Pour rappel, le gouvernement du Zimbabwe avait signé en juillet 2020 un accord avec le propriétaire blanc exproprié pour les dédommager à hauteur de 3,5 milliards de dollars américains sur une période de 20 ans. Au début des années 2000, quelques 4500 grands propriétaires blancs du pays avaient été expulsés de leurs terres au profit de fermiers noirs dans le cadre de la réforme agraire lancée par l'ex-président Robert Mugabe qui a été contraint à la démission en 2017. La réforme avait pour objectif affiché de corriger les inégalités héritées de la colonisation britannique, mais la redistribution de terres a surtout profité aux proches du régime et étalé à de fermiers sans équipement ni formation, provoquant un effondrement brutal de la production agricole et une grave crise économique qui a poussé Harare à interrompre le remboursement de sa dette aux bailleurs des fonds internationaux. Pays de près de 16 millions d'habitants, les Zimbabwe traînent encore de dettes extérieures estimées à plus de 14 milliards de dollars américains. Toujours privés du soutien de bailleurs de fonds internationaux, ces pays d'Afrique australe ont eu beaucoup de mal à obtenir de nouvelles lignes de crédit et attirer les investissements étrangers nécessaires à la relance de son économie. L'ancien président Robert Mugabe avait plutôt démissionné, c'était en 2018. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Le président Félix Tshisekedi a porté haut la voix de la RDC à la 52e session du Conseil des droits de l'homme. Dans son adresse, le chef de l'État a dénoncé l'agression rwandaise. Il a également affirmé que la RDC est prête à accueillir ses concitoyens réfugiés au Rwanda. Vous avez suivi ça dans ce journal. La coordination pour le changement des mentalités, le ministère des Finances et la Direction générale des douanes et Axis est en formation à Kinshasa sur l'éthique de l'agent de l'État. Bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.